Bon, bonjour, quatrième vidéo, je m'excuse des moyens, je sais qu'il y a du souffle, mais j'ai déjà expliqué que je suis pas chez moi, je suis à 500 km de chez moi. La moitié de ce que je gagne, ben, ça me sert à survivre en fait, et j'ai pas les moyens de me développer. Par contre, ça fait 9 mois que cette situation dure. Elle me pèse, elle commence à me peser, et puis donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que je suis pas entendu par mes confrères. J'ai alerté l'ordre et j'ai rendez-vous avec le président de notre ordre départemental le 8 octobre, et en attendant j'ai demandé le solde de mes congés à toutes fins utiles, parce que le travail qui m'a été imposé par mes confrères, hein, j'insiste, hein, par mes confrères, hein, c'est un problème médical, hein, c'est un problème déontologique, de déontologie médicale, hein, c'est pas un problème administratif. Sont intolérables et nuisent à ma santé, à mon travail, et puis à mon honneur et à ma réputation. Donc dans la quatrième vidéo, je vais vous montrer d'un point de vue artistique l'ambiance que peut vivre un sujet, en l'occurrence moi, puisque je l'ai vécu. Les faits sont réels, la narration va être euh, j'espère qu'elle sera assez stylisée pour vous faire sentir l'atmosphère étrangement bizarre qui, euh, qui prévaut. Cette atmosphère étant induite, hein, par une entité pluri... par un groupe, quoi, hein. Donc, euh, cette situation étrangement bizarre induite... bon, c'est ça qu'il faut définir. Enfin, les faits sont là, puisque je vais vous les expliquer, mais l'intentionnalité, elle existe, hein, pour des officiers, hein, quand même. C'est pas des fous, ces gens-là. Mais par contre, on va être obligé d'arriver pour expliquer donc une situation étrangement bizarre, hein. Je vous expliquerai ce qui paraît être un pléonasme, euh, donc qui induit donc un état de schizophrénie par le double paradoxe. On pourra même comprendre qu'il y a plus que deux situations qui sont paradoxales. Il y a plusieurs situations qui font un multiparadoxe en fait. Euh, Cet état schizophrénique induit par la situation schizophrénique elle-même induite par, on va dire, un groupe organisé, hein, euh, amène donc comme mécanisme de défense pour tout esprit bien construit au minimum une explication, on va dire, cohérente, pas forcément rationnelle, mais cohérente. Et là, donc, ça veut dire qu'on utilise des mécanismes de défense paranoïaques pour pas être schizophrène dans ces situations. Et souvent, donc, quand on n'y arrive pas, eh bien, à comprendre la situation schizophrénique, eh bien, ce travail-là, ce travail très important, hein, paranoïde, aboutit à un échec, et l'échec se manifeste à ce moment-là par ce qu'on appelle une dépression, où son antimatière, une crise de manie, hein. Attention, hein, si on fait des crises de manie à ce moment-là, bon, on est bon pour l'asile psychiatrique ou la prison administrative, hein, minimum, hein. Donc, euh, voilà le cheminement, on va dire, psychiatrique du burn-out, hein, puisque le burn-out est défini comme une dépression sévère qui peut amener à un suicide. Mais en fait, le burn-out, la dépression, ce n'est que l'expression finale. Mais on peut détecter le burn-out dans la symptomatologie paranoïde du sujet qui va être en burn-out. Alors évidemment, la personne qui va faire un burn-out, on peut dire qu'elle a des mécanismes de défense ou une expérience, une sagesse insuffisante puisqu'elle va arriver au burn-out. Elle n'arrive pas à expliquer cette situation de manière claire à soi-même ou et encore mieux à autrui. Ce que moi j'essaye de faire justement. Euh, donc je vais m'attacher à vous donner une atmosphère étrangement bizarre, hein, pour que vous compreniez comment un individu lambda, même un médecin, peut être amené à se mettre dans une situation de burn-out, hein. Donc ce sont pas des algorithmes, hein, que je veux dire, ce sont des scènes cliniques, hein, il y en a 6.
Juste avant de commencer, excusez-moi, je fais un erratum sur, parce que j'allais oublier, j'aurais dû le dire en intro, un erratum sur la vidéo numéro 3, sur le cas numéro 1 de la vidéo numéro 3, où je parle des complications liées au traitement, à un déséquilibre du traitement anticoagulant par rapport à la rééducation chez, par exemple, un prothésé du genou ou de la hanche, et à cause d'une déficience de rééducation liée à l'activité même de la rééducation ou ou un déséquilibre du traitement anticoagulant. Donc je parlais des anticoagulants et je disais, au lieu de dire anticoagulant, je prononçais le mot insuline parce que j'avais dans la tête de parler du diabétique après. Et voilà, étant fatigué, je tiens à faire cet erratum. Et puis je tiens aussi à signaler que tout ce qui est dit dans mes vidéos précédentes, dans celle-ci et dans toutes celles qui vont venir, je tiens à rappeler à l'auditeur, quel qu'il soit, que toutes les vidéos donc, sont soumises au droit d'auteur et que toute diffusion ou toute autre exploitation, que ce soit par quelque moyen passé, présent ou futur, ne peut se faire que sous l'accord de l'auteur, c'est-à-dire de moi-même, et cela que ce soit pour le droit moral aussi, dont je vous rappelle que le droit moral est inaliénable. On a le droit de reprendre une symphonie de Beethoven, mais on n'a pas le droit de dire que c'est nous qui l'avons, que celui qui l'interprète, bah, c'est lui qui l'a composé. Pourtant, Beethoven est mort depuis plus de 70 ans. Les droits d'auteur, eux, sont couverts jusqu'à 70 ans après, en faveur des ayants droit, jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, tout ce que je fais, toute ma vie est une œuvre. Et donc mes vidéos aussi sont soumises aux droits d'auteur. Je vous rappelle que je suis inscrit à la SACEM et que à ce titre, bah, je sais un peu ce que je dis sur les droits d'auteur. Donc, je rappelle enfin, pour ramener le sujet là où il doit être, que dans la vidéo 2, on a mesuré la difficulté à conceptualiser sur le plan médical de la part de mes 3 confrères, le médecin coordonnateur et les 2 médecins rééducateurs. On a mesuré la difficulté qu'il y avait à conceptualiser ma fiche de poste, la fiche de poste d'un médecin généraliste, de mon poste, au sein d'un médecin généraliste, au sein d'un centre de rééducation. Et nous avons fini par comprendre que l'idéation, la structuration cognitive, était difficile à faire pour mes confrères, donc, et que le problème était un problème médical. Et donc j'ai bien insisté que certes il y a des petits problèmes administratifs mais qui sont faciles, et donc je résume ainsi, toutes les constructions de moyens pour avoir le bon résultat, moyens et résultats ont été définis précédemment, donc toutes les constructions de moyens pour avoir le bon résultat ne posent pas de problème administratif a priori. Il s'agit d'affaires administratives. Tout ce qui est administratif, c'est facile à régler, à la limite avec le porte-monnaie. Bien. Non, le vrai problème, qui est un problème de moralité médicale entre confrères et qui fait qu'un confrère est appelé à un poste et il est gêné dans ce poste et il est obligé de travailler 2 fois plus comme un esclave pour n'avoir aucune considération sur son propre poste, quoi, sur sa propre fonction et sur ses propres actes. On peut parler du politiquement correct, par exemple. Mais bon, donc le vrai problème, c'est la compréhension médicale de cette fiche de poste. Donc il y a une affaire de moralité, donc c'est une affaire de conseil. Alors, allons-y donc pour cette vidéo qui est censée être une vidéo, enfin un conte artistique avec 6 petites histoires. Alors la première, il s'agit d'un outrage. Bon, j'essaie d'être rapide. Le patient est connu par l'équipe de rééducation pour être difficile au niveau caractériel. Et moi, je le vois, il ne pose aucun problème médical. Il m'arrive de le croiser et c'est vrai que bon, la première fois que je lui parle, il me dit de le laisser tranquille, qu'il n'a pas besoin de moi. Bon, il le dit à sa manière. Ok, je m'en approche plus. Ça tombe bien, il n'a pas de problème médical. Un jour, il se trouve que
il a le nez bouché et surtout il tousse, il a une petite trachéité. Moi, voilà, c'est classique en fin d'hiver. On est donc dans le troisième ou quatrième mois de ma présence dans le centre. Et bon voilà, je le soigne et puis je lui explique, hein, il faut qu'il boive parce qu'il va cracher, il va cracher. Et il revient 48 heures après dans mon cabinet pour faire un scandale comme quoi il crache trop. Voilà, et sans que je lui donne la moindre explication, il s'en va parce que visiblement, il était simplement venu là pour défouler une colère. Était-elle dirigée contre moi ou contre quelqu'un d'autre et c'est moi qui ai pris je veux pas le savoir. Toujours est-il que je peux pas laisser le patient dans cette situation et je vais le voir jusqu'à la salle de rééducation où se trouve le kiné qui est témoin de la scène qui va venir. Et donc, quand j'arrive vers le patient, j'ai pas fait les 3 derniers mètres que le patient lève les bras au ciel et annonce à tout le monde que je suis un mauvais médecin, que je le fais tousser. Il se met à tousser d'une manière théâtrale. Moi, bon, il m'avait toussé à la figure, évidemment. J'avais mon stéthoscope et je voulais le sculpter, hein, parce que j'étais sûr qu'il n'y avait pas de bronchite derrière. C'était évident, vu la scène clinique. Et voilà. Bon, donc là, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que l'insulte, effectivement, le patient m'a insulté. Il m'a insulté en public, mais l'outrage comment dire, émerge du fait de la non-assistance à un médecin en danger par l'équipe kiné. Ça fait 3 mois que je suis là. On comprendra que c'est un problème de kinésithérapie, de comportement de l'équipe kiné dans son ensemble, avec des têtes brûlées qui l'ont un peu trop grosse, hein, qui se la prennent un peu trop grosse, et qui sont arrogants et insultants. Donc là, l'outrage, c'est bien la kiné. Moi, je suis obligé de me retirer penaud. Hein. J'en fais cas au médecin coordonnateur et le médecin coordonnateur, lui, eh bien, alors pas pour ça, hein, vu qu'il avait eu beaucoup d'autres problèmes, eh ben, le patient finit par être viré du centre. Le médecin coordonnateur le vire. Bon, moi, j'en ai pas entendu parler, tout ça. Bon, j'ai su qu'il était viré, mais bon, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Sauf que là, il y a à peine une semaine, à l'occasion d'une réunion pour définir une convention entre nous quatre, les 4 médecins, c'est-à-dire moi le médecin généraliste, les 2 médecins rééducateurs et le médecin coordonnateur, à l'occasion de ça, le médecin rééducateur, coordonnateur, a fait comment dire, beau jeu et arrogance de m'envoyer à la figure, enfin, oui, le fait que je me suis réjoui et qu'il avait viré le patient. Et que c'était donc pour ça qu'il avait viré le patient, pour me faire ce plaisir-là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de l'intrusion? Vous vous rendez compte, là, la situation schizophrénique pour celui qui ne comprend pas ce qui se passe? Un bon chrétien vous dirait que c'est le diable, hein, qui essaye de rentrer dans votre esprit. Je vais éternuer, hein. Excusez-moi. Donc voilà, je pourrais m'arrêter là. Vous voyez comment une situation... il y a une révélation là. Hein, bon, dans le même genre, toujours au niveau des cas de moindre importance, mais vous avez vu quand même comment c'est important. Eh bien, il y a la même chose, mais cette fois, non pas de la part d'un patient, mais de la part de l'entourage d'un patient qui visiblement lui aussi dans un... moi je l'ai senti comme il avait un refoulement à mon égard, il avait une pulsion qu'il voulait exprimer sur moi, mais qui refoulait et là elle allait être défoulée. Je voyais la patiente après les bons soins. Et il n'y avait aucun problème avec la patiente, mais lui, il était là, il n'avait pas à être là, mais bon, je voyais bien qu'il fallait surtout pas le chatouiller. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette relation, quoi? C'est quoi cette menace, ce chantage? D'ailleurs, donc je suis obligé de le recevoir, de lui mettre
des chaises. Il faut comprendre que mon bureau est quand même assez spartiate, hein. Et mais c'est pas pour ça, hein. Donc il me regarde. Il dit ce qu'on vient au secret professionnel par outrance, mais je lui fais pas remarquer parce que je sens qu'il va être violent. Et effectivement, à un moment, je sens qu'il va se jeter sur moi. Et là, je fais ni une ni deux, je quitte mon bureau en laissant toutes mes affaires, sans demander mon reste, en laissant mon portefeuille, enfin mon sac ouvert, mes clés de voiture, enfin tout, ma vie. Non, non, je veux dire, voilà, c'est le genre de violence, hein, qu'on peut subir. Et comme dans une situation schizophrénique, on peut m'en vouloir d'avoir fui, hein, de ne pas avoir pris les coups, bah, moi, quitte à prendre des coups, je préfère les prendre devant témoin, hein. Et donc j'étais dans le bureau de la secrétaire et le patient, cet individu, hein, qui n'est pas du tout un patient, m'a suivi dans les couloirs de l'hôpital jusqu'au secrétariat. Et il a continué et il a mis sa face contre la mienne. Et là, heureusement, je fais vite, hein, une secrétaire, Séverine, qui est adorable, qui est une femme extraordinaire, s'est interposée. Et là, le patient s'est enfin calmé et a compris. Alors pourquoi il a pu aller aussi loin? Il a compris l'étendue de son outrage, quoi. Je veux dire, il vient agresser un médecin sur le lieu de son travail, c'est même pas un patient, quoi. C'est incroyable. Et pourquoi il a pu aller aussi loin? Bah parce que pendant tout le trajet, et puis parce que ça dure un moment devant le bureau de la secrétaire, le temps que les secrétaires comprennent que j'étais agressé, ça a duré quand même un moment. Je vais réternuer encore, excusez-moi. Oui, alors, pourquoi il a pu faire ça, le patient? Bah, tout simplement parce qu'il avait le regard de tout le staff kiné, un regard approbateur, quoi. En tout cas, un regard, c'est pas notre affaire, c'est pas notre affaire. Voilà encore la même situation, donc l'outrage. Le patient là est quand même outrageant, c'est clair, mais il bénéficie, il le sent, de, de tout, comment dire, de toute la haine, parce que c'est de la haine au niveau de, parce qu'ils se réjouissent de mon malheur, du staff kiné. Bon, ben voilà. Vous voyez, ce sont des choses qui sont très simples. Et pourtant, elles sont déjà difficiles à expliquer, difficiles à concevoir. La plupart des gens en ont l'intuition, mais si on n'arrive pas à l'expliquer, ben on peut devenir schizophrène avec des situations pareilles. Bien, euh, on va aller un petit peu plus loin. Là, c'est une situation plus subtile mais plus profonde qui montre ce que c'est un mécanisme de défense hystéroïde. L'hystérie, c'est l'éternel insatisfait, donc qui joue une pièce de théâtre, qui est filou. Elle n'est pas forcément mythomane. Elle joue une pièce de théâtre, donc elle joue un personnage. Elle sait, hein, qu'elle joue un personnage, mais elle n'est pas forcément menteuse, hein. C'est pas une paranoïaque pour autant, hein. Elle peut être paranoïaque par ailleurs, mais la personne hystérique, elle joue une pièce de théâtre, donc elle est fausse, quoi. Et son rôle, c'est de se montrer l'esclave qui va dominer son maître, hein. C'est très difficile, et elle est à la recherche d'une impossibilité fondamentale, euh, qu'elle a digérée au cours de tout son processus de construction psychique, et qu'elle a expérimenté ensuite pendant toute sa vie post-pubère, euh, dans le profil hystérique, pour convenir avec elle-même qu'elle sera éternellement insatisfaite, et donc elle va chercher, parce que le fait qu'elle soit insatisfaite, elle refoule en permanence jusqu'à sa mort, elle refoulera, hein, parce que la chose qu'elle veut, elle ne pourra jamais l'avoir de par la nature. Quoique maintenant au XXIe siècle, avec les progrès en cybernétique et en chirurgie plastique, mais bon, c'est quand même pas très naturel, et les pronostics sont pas aussi bons que la nature pourrait de temps en temps donner.
Donc voilà, bon, l'hystérie c'est quelque chose de passionnant, ça, moi ça me passionne. Les, un- une, pour faire, pour avoir, comment dire, pour se dire qu'une personne a une personnalité hystérique ou hystéroïde, il suffit de, il y a un petit moyen. Alors ça fait pas de diagnostic forcément, hein, même la plupart du temps ça ne le fait pas. C'est ce qu'on appelle l'hyperthymie, c'est-à-dire les gens qui réagissent très vite. Et donc là, c'est le cas que je vais vous raconter. Donc, toujours à la période sombre, hein, que j'appelle sombre, c'est entre le troisième et le quatrième mois, en gros. Mon confrère, médecin référent, comment dire, le médecin rééducateur, s'est mis dans la tête qu'il n'allait pas travailler avec moi pour des raisons justement que je démontrerai ou que j'expliquerai dans les vidéos suivantes qui ont trait à son psychisme quand même particulier. Et bon, c'est le fait qu'il ne veut pas avoir la honte de comprendre qu'il a besoin de moi, quoi. Il y a un peu la personnalité déjà. Donc il s'était mis dans la tête, excusez-moi, qu'il n'allait pas travailler avec moi pour des raisons qui lui appartiennent, hein, et qui sont illégitimes. Et donc, moi je devais signer normalement le CDI et j'avais tout programmé avec la personne qui m'hébergeait parce que j'étais en gîte et la personne qui allait me signer un contrat de location à l'année pour telle date. Et tout ça devait se faire, mais ça n'a pas pu se faire à cause de mon confrère. Et du coup, pendant 2 mois, ben, j'ai encore été à la rue et ça a été très pénible pour moi et spécialement à ce moment-là quand il m'annonce ça, et ben que, que le CDI ne sera pas signé et qu'on allait que je devais attendre encore 2 mois, et bien ben, j'étais obligé de dormir dans la voiture. Et quand j'ai annoncé ça, pour pas être en défaut, l'hyperthymie de l'hystérique, tout de suite, c'est comme si j'avais rien dit, ou il fallait tout de suite noyer ma remarque trop perturbante pour lui. Et ah, mais on a un hébergement. Alors le on, j'ai apprécié parce que c'est pas lui qui me. Moi, je pensais qu'il aurait pu dire mais ne t'inquiète pas, mon cher ami, mon cher confrère, je t'héberge. Je dors dans le canapé, je suis la cause de ton malheur, mais je t'héberge. Et s'il faut te payer l'hôtel, moi c'est ce que j'aurais fait à mon confrère. Voilà. Donc il s'approprie la propriété des autres pour comment dire, masquer sa culpabilité de refouler une pulsion que je ne veux même pas connaître, hein, parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Voilà la réaction du médecin, rééducateur. Sa réaction par rapport à l'alinéa B du cas 1 a été la suivante, c'est que quand je l'ai informé, il a demandé à voir le patient, mais sans ma présence. Et ensuite, comme seule, comment dire, empathie, comme seule compassion, euh, sympathie, je m'en fous, mais comme seule empathie, il m'a envoyé un message écrit. Bon, il est écrit et ça c'est bien, au moins ça me permet de dire qu'il y a une pièce matérielle qui confirme ce que je dis. Un écrit qui dit eh ben, tu peux aller porter plainte à la gendarmerie. Voilà. Il a ce comportement d'hystérique, il a la solution facile tant que ça ne le concerne pas. Mais là, comme dans le cas 2, là, je suis dans le deuxième alinéa du cas 1. Moi, je lui ai fait remarquer bien plus tard, il n'y a pas très longtemps, que moi, à sa place, c'est pas l'esprit confraternel que j'attendais, hein. L'esprit confraternel que j'attendais, c'était d'une part qu'il m'invite aux explications pour qu'il ait un débat contradictoire, non pas qu'il ait une autorité sur moi, mais que en toute confraternité, il puisse entendre le patient, enfin non, c'est pas le patient, un individu lambda de l'entourage d'un patient qui a la prétention de mettre un coup de boule à la Zidane, quoi, en pleine
plein hôpital, enfin en plein centre de rééducation. Voilà, donc ce médecin n'est pas du tout confraternel. Donc ça, c'est des situations qui sont pénibles à vivre, hein, et dont on cherche des explications, hein. Quand on n'a pas les outils, encore une fois, les mécanismes de défense et la connaissance pour les expliquer, eh ben, on peut devenir fou avec ce genre de choses. Ensuite, il y a une contrainte qui est appliquée, mais pour moi, c'est pas possible qu'elle ne soit pas consciente, parce qu'elle est appliquée en continu, et en plus, on joue du complexe en croyant que le poisson va être noyé dans l'eau. Mais bon, je vous explique. Donc le troisième point, c'est que quand on veut contrôler un esprit, ben, on l'empêche de se reposer. La manière qu'on a de faire, eh ben, en psychologie, on peut, on l'empêche de réfléchir, on peut le sidérer, et donc on le met dans des situations chronophagiques, à la fois chronophagiques et psychophagiques, qui fait que la personne ne peut jamais se reposer. Et moi, je vous signale que quand on ne dort pas 3 nuits, le 4e jour, on commence à perdre la tête, à perdre la raison. Et donc ça, un médecin, un confrère ne peut pas laisser. Alors, c'est quoi cette situation? C'est que j'ai jamais pu en 9 mois prendre des repos, des vacances, au titre des congés payés ou au titre des RTT, quand je le voulais. Et pourtant, ça m'était vraiment nécessaire. Quand mes confrères, quand ils me le demandaient, j'ai toujours dit oui, j'ai toujours accepté, hein, quelles que soient les conditions, et ils m'ont souvent, et même un m'a pratiquement systématiquement m'opposait des conditions familiales. Bon ben, et moi j'en ai eu plein, j'habite à 500 km et j'ai laissé mon gamin à 500 km. Bon, il est adulte, d'accord, mais il doit gérer tout mon patrimoine, hein, qui sera le sien, bien sûr, mais je veux dire, il a besoin de moi. Et moi j'ai au minimum, il faut que j'y aille au moins une fois par mois. Bon, je voulais y aller, je voulais demander un après-midi par mois. Ça m'a été impossible. Je voulais prendre des repos à tel moment pour pouvoir régler des comptes financiers avec mes banques, avec mon enfant, recharger la nourriture, parce que la nourriture qu'il y a ici, moi, elle me convient pas trop, donc je la fais venir de là-bas. Enfin bref, jamais en 9 mois, jamais. À tel point qu'il y a 3 semaines, parce que la situation n'a pas arrêté de se dégrader, puisque ben, avant que ça ne retentisse sur les patients, j'ai demandé cette fois un ultimatum en faisant clairement comprendre que je pouvais mettre le contrat en question. Et là, donc, ils m'ont accordé, j'ai demandé à prendre le solde de mes jours de repos et de congé sans condition, jusqu'au 8 octobre où je vais aller voir le président de l'ordre des médecins pour parler de tout ça avec lui, puisqu'il est impossible de parler avec décemment, sérieusement, confraternellement, amicalement, cordialement avec mon confrère le médecin coordonnateur. Et encore moins évidemment avec les 2 médecins rééducateurs, puisqu'ils sont la cause du problème en fait, hein. Je vais dire juste jalousie pour donner un axe, hein. Bon, voilà donc l'impossibilité de se reposer à cause d'une chronophagie. Quand vous êtes tenu d'expliquer, quand un confrère donne à vos infirmières, vos infirmières entre guillemets, hein, mais c'est à définir ça, hein, enfin aux infirmières avec lesquelles vous êtes censé donner des ordres, vous, et quand vous avez un confrère qui parle mal, et que ce confrère est conseillé auprès de la direction, au point que les infirmières, eh ben, elles ont plus peur de lui que de moi, parce que de moi elles n'ont pas peur du tout. Vous voyez que c'est pas du tout confraternel. Voilà. Là aussi, c'est des situations de burn-out avec abus de confiance, immoralité, et pour la cible, si la cible n'est pas bien construite, encore une fois, psychiquement, ben peut tomber en burn-out assez rapidement, hein, en 2 à 3 jours, hein. Elle rentre dans le processus de burn-out où elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, elle est dans des situations de
multiparadoxale. Elle est obligée de faire un délire paranoïaque. À partir de là, elle ne fait que s'enfoncer aux yeux des autres qui sont tout contents de la manipuler. Et donc au final, elle n'a plus que ses yeux pour pleurer et le suicide au bout. Hein. Donc voilà, ça c'était le troisième, donc l'impossibilité de se reposer, bonne manipulation psychologique bien connue. Alors j'ai pris des notes, il en reste trois, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout hein, quand même, ça m'apparaît... Alors, je vais donc là vous raconter une histoire, vous verrez si elle est réelle. Bon, elle est basée sur des faits réels, mais j'en ai pas la preuve, mais bon, c'est un bon scénario de polar. Elle montre les collusions de fortune et les collusions de hasard. Donc, il s'agit, imaginez donc une secrétaire magnifique, hein, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas belle, elle est même extrêmement belle, mais qui a un charisme, ne serait-ce que par sa présence digne d'un tableau. Hein, elle est qualifiée, elle est assez sombre, hein, c'est une grande brune avec un regard très profond et une nonchalance qui est remarquable et un peu gênante quand même. Se déplace un peu, on va dire, comme un serpent. Mais le serpent, c'est pas elle dans la clinique. Elle est qualifiée plutôt de chat, de chat noir. Non seulement parce qu'elle est brune, mais parce que, soi-disant, qu'il lui arrive pas mal de bêtises, enfin pas des bêtises, mais pas mal d'incidents, voire d'accidents, quand elle est d'astreinte. Et donc mon confrère me la présente comme ça. Et comme par hasard, comme par enchantement, quelques jours après, je suis d'astreinte, elle est d'astreinte, elle est de garde, donc en fait... enfin non, elle n'est pas d'astreinte, elle finit à 21h, donc moi, nous on commence l'astreinte à 18h. Et sur le coup de 20h, elle m'appelle et elle me dit, j'ai le patient X, que je connais, avec qui j'ai de très bons rapports et qui est très bien équilibré, qui est insulinodépendant, qui nous fait une glycémie à 0,4 et il est en train de perdre connaissance. Bon, la situation est urgente, je la règle en urgence au téléphone et l'infirmière me rassure au téléphone comme quoi ça lui est déjà arrivé, bon, ce qu'elle n'aurait pas dû dire, et qu'elle maîtrise cette situation. Bon, allez, je fais vite le parallèle parce que je veux vous faire gagner du temps. On pourrait imaginer dans un scénario, allez, on va dire dans d'autres temps, d'autres lieux, il n'est pas exclu qu'il y ait une probabilité pour que tout ça soit induit par elle pour une raison que je ne veux pas connaître. Vous voulez en quelques-unes pour se faire mousser auprès de moi, pour me déstabiliser, pour se faire mousser auprès du médecin qui la présente comme un chat noir avec des yeux dignes d'intérêt. Voilà, bon, je vous ai dit que c'était étrange. Donc j'ai une infirmière que je peux soupçonner d'avoir injecté volontairement une deuxième dose de Lantus, alors qu'il faut en injecter qu'une fois par jour, et chez un patient jusqu'à présent très bien équilibré avec ses insulines lentes et ses insulines rapides, bien maîtrisé au niveau des dextros, et qui n'a jamais fait ce genre de problème d'hypoglycémie, et qui l'a en fait un, donc à mon avis, et il a eu 2 fois la lente. Je vais éternuer, encore une fois, excusez-moi. Donc vous voyez le processus paranoïaque, parce que là on peut dire, oui mais là vous faites de la paranoïa, mon cher ami, mon cher docteur. Ben c'est ça, c'est pas sûr que ça soit de la paranoïa. Mais bon, je veux bien admettre... mettre ce cas de côté. Je l'explique pour expliquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une ambiance assez schizophrénique, hein, étrangement bizarre, où il peut se développer des faits dont l'interprétation entraîne chez celui qui n'a pas le capital psychique à une dissonance cognitive qui peut l'amener au burn-out, à la folie. Voilà. Il me reste donc deux autres cas. Il y a le cas d'un soin palliatif, ça se passe dans les 2 premiers mois, même très très tôt, je pense dans le premier mois. C'était même quelque chose d'assez intéressant pour moi qui suis médecin
généraliste, 24 ans d'expérience en médecine de ville et puis 5 ans d'expérience en médecine hospitalière comme praticien hospitalier de médecin généraliste en service médecine générale, mais gériatrique pour la plupart du temps, et beaucoup de SSR, de la dicto, du palliatif, donc tout ça je connais. Et donc moi quand j'arrive, quand on demande un médecin généraliste, je sais que c'est un centre de rééducation, je l'ai signalé au deuxième jour, au J2, ça n'a toujours pas été compris, toujours pas été mis sur papier, comme je l'ai déjà dit, alors que moi je l'ai fait ce travail dès le deuxième, entre le deuxième et le quatrième mois, ça a été, ma fiche de poste n'a jamais été validée, n'a jamais été pris en considération. Voilà, donc dans les premiers mois, j'ai un soin palliatif, et je ne vais pas parler du soin palliatif, mais mon confrère rééducateur, il était absent quand il est revenu et qu'il a eu vent de cette... il est revenu le 18 février, je suis arrivé le 7 janvier, ça s'est passé dans la semaine avant qu'il arrive parce que c'était encore chaud cette affaire et tout le monde se félicitait du bon déroulé, c'est-à-dire que la patiente est sortie pour aller mourir chez elle. Et tout le monde voulait ça, et la famille a fait l'éloge de la clinique qui s'est comportée et du service qui s'est comporté de manière exemplaire pour le bien du patient, le bien de l'entourage, le bien du service, le bien de la clinique et le bien de sa représentante administrative. Il n'y a que mon confrère qui nous a fait encore une crise que je qualifie de jalousie, hein, mais c'est prouvé, hein, on commence à comprendre le bonhomme, et qui est arrivé comme un chien dans un jeu de quilles, alors que je félicitais tout le monde et que tout le monde était content du dénouement. Je répète, y compris la patiente et la famille, et lui est arrivé en disant c'est un problème de médecine légale, c'est insupportable, sans même me demander mon avis, hein, c'est-à-dire en me dégradant devant tout mon staff soignant, qui est aussi son staff, hein. Ce confrère ne se rend pas compte de sa violence et surtout de l'irrespect qu'il vomit, quoi. J'ai déjà dit que la nature est violente, mais lui, c'est pas naturel ce qu'il fait, hein. Lui, c'est diabolique, quoi. Est-ce qu'il s'en rend compte quels intérêts défend-il? Et après, il veut que je sois son subordonné, hein. Il exige ça, hein. Il me trouve intolérable dans les derniers écrits. Alors quand il a mis que c'était intolérable, que mon attitude médicale était intolérable, bon, là c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est là je dis stop. Non, je suis pas en colère, je dis stop. Là, il va falloir qu'il s'explique maintenant. Voilà, le dernier cas, je vais l'appeler, j'y reviendrai, je ferai une vidéo entière pour ce cas parce que là on est bien dans une psychose et je vais appeler ça la psychose bondave. Ça veut rien dire pour vous, mais c'est pour marquer, comment dire, c'est pour faire un nœud à un mouchoir, un nœud phonétique. Donc il s'agit de la psychose bondave. Je ferai une vidéo spéciale qui vous montre pas le somnum parce qu'on peut toujours aller plus loin, hein. Je veux dire, les paranoïaques sont géniaux, hein, dans leur délire cohérent. Voilà, je vous remercie pour cette 4e vidéo. Elle a duré 38 minutes, elle est un petit peu plus longue que les autres. Vous voyez, il y a beaucoup à dire. Je vais continuer tant que cela sera possible. Et puis, eh bien, à la prochaine et merci à tous. Bonne soirée, bonne journée. Vous êtes sur Internet. Voilà. Merci. À bientôt, les amis.